La mémoire vive est officiellement en crise et ça va pas s'arranger avec Crucial qui va arrêter d'en vendre aux particuliers et Samsung qui refuse même d'en vendre à d'autres entités du groupe Samsung. Et puis d'ailleurs, en parlant de Samsung, ça vient de sortir, les Samsung Galaxy Z Trifold, des smartphones qui se plient en 3 morceaux. Et puis on a aussi un retournement de situation concernant Nvidia qui va finalement bien pouvoir vendre ses puces H200 à la Chine. Il y a Trump qui a donné sa sacro-sainte autorisation, pour le moment en tout cas. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 9 décembre 2025 et c'est l'épisode 452. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je ne suis pas seul. Il est aussi précieux pour Tech Café que la RAM devient précieuse pour les PC gamers. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Oh, j'irai pas jusque-là, surtout la DDR5, là, ouf, Tu es très précieux, sache-le. Et très recherché aussi. Merci beaucoup au soutien Patreon qu'on peut mettre en lumière. Comment ? Et je retiens tout. Non. Le problème de la RAM, c'est que ça retient pas Non, tout ça indéfiniment, retient c'est un peu le que- problème. Bon. Écoute, allez, merci beaucoup en tout cas aux soutiens Patreon qui ont renouvelé leur engagement ou qui se sont abonnés ou qui même ont fait des cadeaux d'abonnement Patreon. Il y a Laurent Lixfeu, Judge 696, Gabriel Cambreling, Flo, Zarabman, Florian Gouillon et merci aussi également infiniment à Samuel McCarthy. Sans autre forme de procès, on va pas tourner autour du pot, vous l'attendez avec impatience. C'est les modèles de la semaine. Il y a notamment Kling 01, Kling 01, le nano banana de la vidéo, hein, j'ai l'impression, Guillaume. Oui, c'est exactement ça. On commence en particulier, du coup, donc avec de la vidéo pour les modèles de la semaine. Et le fil rouge sera aussi un petit peu l'alliance entre l'audio et la vidéo. Et il y a Kling qui s'est mis à jour, donc il y a une version 2.6 et vers la version 01. Alors, la version 01, c'est même pas vraiment une mise à jour, en fait, c'est vraiment un autre modèle de Kling qui veut devenir le nano banana de la vidéo. Et c'est vrai que c'est vraiment la meilleure manière de le décrire, puisqu'il fait à peu près tout ce que vous attendriez de nano banana. Changement de style, remplacement et élimination de sujets, changement de point de vue, rajout d'éléments avec photo de référence, vidéo to vidéo. La totale, et avec une qualité qui est pas dégueulasse du tout, même si on n'est pas forcément au top encore. Mais bon, l'édition vidéo donc avance aussi et s'améliore. Alors l'édition vidéo textuellement, je veux dire, voilà, très très simple. Et d'ailleurs, au passage, il y a aussi Seedream 4.5, qui est ni plus ni moins que le Nano Banana de ByteDance. Donc là aussi, ça avance assez rapidement. Kling 2.6, lui, par contre, c'est une assez grosse mise à jour. Alors, c'est en 0.1 pourtant, mais c'est quand même une grosse mise à jour puisqu'elle rajoute de l'audio. Comme VO 3.1, en fait, Kling peut désormais générer automatiquement des dialogues et des effets sonores. Alors, comme toujours, C'est la base. c'est pas parfait, les sujets n'ont pas forcément la même voix d'un clip à l'autre, tout ça. La qualité peut varier, mais Kling est vraiment pas si loin derrière VO, en réalité, derrière Google. Et il peut même rajouter des sons à vos anciennes vidéos générées par Kling 2.1, par exemple, ou avant. En matière de vidéos sonorisées impressionnantes, on a aussi Ying Video, qui est un modèle chinois spécialisé dans le clip musical. Donc en fait, il va générer typiquement des trucs qu'on voit sur TikTok, souvent des vidéos verticales de gens qui chantent. Et comme les chansons font pas 5 secondes en général, mais sont plus longues, on a souvent des clips qui peuvent aller jusqu'à 30 secondes. Et c'est pas mal du tout, c'est rapproché d'Infinite Talk, par exemple, notre solution audio to vidéo. Là, on a en plus un contrôle de la caméra. Franchement, tu vois passer ça sur un réseau, tu tiltes pas du tout que c'est synthétique. On a aussi VisAudio qui s'attache à améliorer le rendu sonore vraiment de la vidéo. Et il va s'appuyer en fait sur ce qu'il y a dans la vidéo pour générer du son binaural. Donc ils ont un dataset qui s'appelle BioAudio, où ils ont à la fois des vidéos et en fait le son binaural qui va avec. Et c'est pour faire apprendre au modèle comment les sons se propagent en réalité, comment ils interagissent dans tel et tel espace, dans telle ou telle situation. Ça permet d'améliorer considérablement la qualité de l'audio, donc ça c'est très, très prometteur. Et un dernier papier qui est vraiment intéressant parce que, en fait, lui, son truc, c'est qu'il va essayer de voir l'interaction entre l'audio et la vidéo en termes de capacité, c'est-à-dire en termes de performance du modèle. Donc, c'est une recherche d'Alibaba, en fait, et ça montre qu'un modèle entraîné à la fois sur de l'audio et de la vidéo est en fait meilleur générateur vidéo qu'un modèle qui n'est entraîné que sur des images. Le son va aider le modèle à comprendre plus globalement ce qui se passe, en fait. Le son améliore l'image, si tu veux. Et l'idée est très simple, c'est le son est une information. C'est une information de ce qui se passe ou de ce qui va se passer. C'est une information C'est tellement sur logique, sur en les fait, quand on y contacts. pense. Tu vois, voilà, c'est ça, c'est une information sur les contacts. C'est l'information de ce qui peut arriver, mais qui n'est pas encore visible. Des choses qui sont hors champ, qui vont arriver, qu'on peut très bien prévoir ou localiser grâce à des choses qu'on ne voit pas encore.
Et du coup, comme ça, le modèle, il peut le prévoir aussi. Le son aide le modèle à être plus précis aussi dans les pixels qu'il génère, les événements sont mieux synchronisés, les contacts sont plus crédibles, la physique est améliorée, et ça montre encore une fois qu'en fait les modalités ne luttent pas les unes contre les autres, mais qu'en fait elles se nourrissent les unes des autres. Un Ouais. modèle multimodal, en fait, il a une vision plus globale de ce qui se passe, plus large, et du coup il comprend mieux en fait globalement ce qui se passe. C'est, marrant parce qu'on peut s'imaginer tout simplement quelqu'un qui marche sur des graviers, bah, effectivement, selon le bruit que ça fait et ben, ça donne des informations sur la texture peut-être, sur, bah, le simple fait qu'il marche sur, un environnement de gravier. Bon bref, vous avez compris l'idée évidemment. D'autres modèles, Guillaume, notamment pour la génération de mondes et puis de modèles 3D, ça a l'air impressionnant ça aussi. Oui, on va parler aussi un petit peu d'images d'ailleurs, de génération d'images. On peut mentionner Neural Remaster. Neural Remaster, c'est une méthode assez générale et pas très compliquée qui permet de naturellement changer le style d'une image avec à peu près n'importe quel modèle de diffusion. Donc, il semble qu'il soit possible de structurer le bruit qui sont utilisés par les modèles de diffusion. Donc, on sait qu'ils utilisent du bruit aléatoire. Là, c'est pas vraiment du bruit aléatoire. Il y a une composante aléatoire, mais il y a aussi une composante structurée. Et en fait, on peut injecter les structures a priori dans une image, ce qui permet, quand la génération se fait, de garder globalement la forme de l'image d'origine, mais avec un nouveau style, voilà, qu'on donne évidemment par le prompt. Donc ça va naturellement recréer des images qui vont être des remasters quelque part. Alors évidemment, on dirait remasteriser des vieux rendus de jeux vidéo comme Tomb Raider, c'est pas nouveau, hein, ça se fait depuis assez longtemps maintenant, mais là, c'est très simple et étonnamment, ça marche assez bien pour des animations parce que si tu fais pas de la vidéo to vidéo, en fait, même si tu fais des animations, tu peux faire des animations en faisant de l'image par image, parce que les structures, en fait, sont à peu près les mêmes. Donc, je sais pas, peut-être ça aura un jour un niveau supérieur de DLSS. Sinon, la résolution, Mmh. d'ailleurs, des images génératives devient de moins en moins un problème. Jadis, tout dans les temps anciens, il y a 3 ans, là, à l'âge de pierre, donc, on était limité à 512 par 512. Puis, Mmh. pendant assez longtemps, pendant le Moyen Âge, donc, on était limité à 1024 par 1024. Désormais, Flux 2 peut faire de la 4K et même ZImage Turbo, qui est accessible à pratiquement tout le monde, hein, C'est génère ouf. sans problème de la 2K, du 1920 par 1080. Il te génère du Full HD directement. Et bientôt, ça sera plus un sujet du tout, puisqu'il y a une nouvelle méthode qui s'appelle Ultra Image, qui est une méthode d'extrapolation multifréquence qui peut aller jusqu'au 8K par 4K ou 6K par 6K. Donc 6000 par 6000, quoi, des images absolument énormes directement. La méthode est basée sur Qwen d'ailleurs, elle sera bientôt disponible en open source, hein, pas encore au moment où je parle en tout cas. Donc dans le domaine de la 3D, effectivement, comme tu disais, on pourrait mentionner Lattice. Lattice tout en majuscule, attention, hein, sinon ça n'a rien à voir. C'est un modèle de Tencent qui génère des modèles 3D ultra détaillés. Donc c'est un modèle qui va générer des sortes de voxels pour détailler au maximum des modèles 3D qui d'ailleurs peuvent être déjà existants. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça en deuxième passe à partir Mmh. de modèles que vous fournissez ou de modèles qui est généré par donc Union 3D, hein, qui est aussi d'ailleurs un modèle de Tencent. Et ça va lui rajouter des détails. C'est assez frappant, hein. Tu as des exemples de robots, de plantes qui sont vraiment très très détaillés. Tu as un épi de blé avec des détails très fins. L'épi de blé, il est vraiment crédible, quoi, hein. C'est assez frappant. Et puis on va terminer avec Relic, qui est encore donc un autre générateur de monde, comme il les appelle, qui est en fait un générateur de vidéos interactif, hein, c'est ça que ça veut dire, hein. Mmh. Vous avez une vidéo, mais vous pouvez vous déplacer dedans avec les touches du clavier, hein, c'est à peu près ça. Et cette fois, c'est fait par Adobe, c'est fait par Adobe, donc c'est vraiment, bon, c'est intéressant de voir aussi Adobe, comme d'habitude, hein, on essaie de voir un petit peu comment lui aussi il évolue. Et Relic, pour le coup, fait à peu près la même chose que les autres, hein, donc on a parlé de plein de générateurs de monde ici, les semaines précédentes. Mais globalement, c'est vrai que la qualité est très bonne sur Relic. On peut dire que c'est des environnements génératifs qui peuvent être très réalistes ou qui peuvent être très stylisés. On peut se déplacer dans des peintures, par exemple. Et la qualité est quand même bonne et on a une très bonne impression de profondeur. Donc, c'est plutôt c'est plutôt un bon élément, quoi. Excellent. Ces générateurs de monde, ça me laisse encore songeur, hein, sur l'utilisation que ça peut avoir, à l'avenir, mais bon, i c'est vraiment un domaine, de recherche qu'on voit semaine après semaine. Ça progresse toujours autant. On peut s'attarder sur les impacts des outils qui génèrent des images, du niveau de Nano Banana. Ça façonne, j'ai l'impression même, notre rapport à la réalité. En fait, on n'en est même plus à se poser la question de savoir si c'est réel ou pas, mais plutôt de savoir comment on peut prouver si c'est vrai ou si c'est faux, quoi. Et c'est là le problème, en fait, c'est que c'est de plus en plus difficile, hein. Nano Banana, c'est un énorme succès, c'est même probablement un atout majeur de Gemini 3 et l'engouement est justifié et on pourrait même dire que cette fin 2025 marque un tournant qu'on voit arriver depuis des mois, hein. C'est devenu trop difficile de faire la différence entre le faux et le vrai. En fait, on pourrait m'objecter que c'est déjà le cas depuis un bon moment et c'est pas faux, mais une des Mmh. particularités de Nano Banana et des nouveaux aussi, de plusieurs autres nouveaux générateurs,
c'est qu'en fait, ils arrivent à singer la réalité jusque dans les imperfections. Et c'est pas le seul. J'ai pas mal joué avec Z-Image, qui est un Ok. modèle très accessible qu'on peut utiliser chez soi, qui est assez rapide, en tout cas sur des machines relativement modestes, et qui est déjà capable de générer des influenceurs plus vrais que nature. Et en fait, il y a même des LoRa qui sont déjà arrivés pour Z-Image. Il y en a un qui s'appelle Lenovo Z, qui permet de créer des images encore plus réalistes parce qu'elles sont encore moins bonnes. Et c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, tu peux créer des images qui sont mauvaises, en fait, qui sont surexposées, qui sont avec des couleurs mal équilibrées, avec une balance des blancs qui est complètement aux fraises, avec des gens qui sont pas si beaux que ça, et c'est ça la clé. C'est-à-dire quand tu commences à générer une image dont tu as vraiment l'impression qu'elle a été prise à l'arrache, lors d'une soirée un peu trop arrosée avec un flash et que en fait c'est pas une très bonne photo, Hmm. ben c'est le truc, hein, c'est que j'ai généré des fêtes d'anniversaire de 2012 plus vraies que nature, quoi. Donc il y a la qualité dans les détails et il y a cette capacité à recréer des images qui sont juste quelconques. Et c'est ça qui est très effrayant, c'est qu'ils font des images quelconques. Or, la plupart des images sont quelconques. The Verge s'est amusé avec Nano Banana et j'aurais détecté aucun des exemples fournis comme étant synthétiques. Moi non Bon, ils plus. sont plutôt beaux, hein, attention, mais de faire des images qui sont beaucoup plus crédibles dans le sens où qui sont beaucoup plus à l'arrache, quoi. NewsGuard s'est aussi amusé d'ailleurs avec Nano Banana, il a généré des images qui sont très largement utilisables pour de la propagande baga ou de la propagande russe. Nano Banana peut recréer directement des images de journaux TV, avec n'importe quelle célébrité ou homme politique, parce qu'évidemment, Gemini 3 oblige, lui, il connaît énormément de choses, il connaît énormément de personnalités, il peut faire un Zelensky absolument parfait, un RFK Hmm. Junior absolument parfait, que ce soit dans une fausse émission CNN ou que ce soit dans une fausse page de journal russe, écrit en russe et correct, avec du Et russe avec du correct. texte correct, oui. C'est ça qui est le. Hmm. Et ça, c'est devenu facile, élémentaire même à faire, puisque ben, voilà, tu dis ce que tu veux. Donc, en cette veille de 2026, ben, la génération d'images est devenue mature, quoi, j'allais dire. Elle est devenue mature dans le sens où ben, on est dans une autre ère, on est dans une ère post-photographie, où la photo, ben, c'est plus une preuve de rien. Tout peut être falsifié, synthétisé, altéré. Et la photo, ben, ça n'a plus la même valeur qu'avant. Il faut bien en être conscient, quoi. On est dans une nouvelle époque. Et on continue justement avec cette notion de réalisme et des impacts que ça peut avoir sur la société. Oui, enfin, ce qui est, non, mais ce qui est marrant, en fait, c'est qu'on est du coup dans une époque de mutation profonde, hein, et c'est parfois marrant de voir comment les jeunes réagissent. Ce serait intéressant de suivre ça. Tu vois, on a parlé de Nano Banana, de Flux 2, mais ils continuent à en sortir encore, hein. Les Chinois ont mis au point un algorithme, d'ailleurs, qui est précisément basé sur l'aspect indiscernable d'une photo réelle. Parce qu'en fait, tu peux aller même encore plus loin. Il y a un truc qui s'appelle RealGen, qui adopte une méthode proche des GAN, où en fait, le modèle se récompense, enfin, tu récompenses le modèle, en fait, tu l'entraînes en le récompensant, pour ne pas présenter de signes synthétiques. Et ça marche pas mal. Bon, vous pouvez aller voir sur la page de RealGen, vous pouvez essayer de trouver le moindre signe distinctif sur les images de démonstration. C'est absolument... Moi, j'en vois pas, hein. Donc, on vit à une époque où les créateurs de contenu s'inquiètent de se faire remplacer autant que les programmeurs ou les ouvriers ou les plateformes elles-mêmes pourraient s'écrouler sous une saturation de contenu artificiel. Qu'elles ont elles-mêmes créé, d'ailleurs, et qu'elles encouragent même à créer. C'est une époque où tu as dans le métro de New York des pubs omniprésentes pour une start-up qui te permet de sélectionner les traits génétiques de ton futur bébé. C'est véridique, hein, c'est pickyourbaby.com, hein, ça fait une campagne massive en ce moment. Alors que c'est même très probablement illégal parce que choisir le sexe de son enfant, c'est tout à fait possible, mais c'est pas Ah autorisé. bah, ouais. En Euh, France, en tout cas, je pense que la non, pub non. passe pas les Alors, validations, je pense pas non plus, mais bon, voilà, ça c'est le plaisir. Je ne Ouais. sais pas si on a vraiment, voilà, si on va vraiment vivre à Gattaca dans les prochaines décennies, mais ce qui est marrant, c'est de voir parfois les jeunes adopter des technologies anciennes, et parfois en réaction finalement à ce qui peut être perçu Mmh. comme un excès de connectivité, de tech, de numérique, quoi. Il y a des techs, alors parce que voilà, des techs modernes, elles ont évidemment beaucoup d'avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients, on ne se prive pas d'en parler un petit peu tout le temps. Et la BBC nous cite le cas de 3 jeunes gens qui sont marrants, c'est marrant parce qu'ils ont la vingtaine, mais même un qui a 17 ans, et qui ont adopté des vieilles techs, en fait. Et il y en a un qui a adopté les DVD, l'autre les vinyles, il y en a un autre encore, c'est les appareils photo numériques vintage, et puis il y en a un dernier, c'est la PSP. Et ce qui ressort de ça, c'est que, bah, en fait, ouais, les gens cherchent à se réapproprier les choses un peu, tu vois, la propriété des films, ou de la musique, ou des jeux vidéo, en venir à une époque plus simple, sans mise à jour, sans abonnement, sans besoin d'internet en permanence. Et peut-être aussi remettre l'intentionnalité dans les actions, dans la photographie, quoi. La photo est devenue tellement banalisée, tu peux en faire des milliers par jour, et ça n'a plus de valeur finalement, quelque part, tu vois. Mmh. Donc voilà, on peut aussi rechercher l'authenticité du matériel. C'est pour ça que les débuts 2000 peuvent séduire. Parce que le début 2000, finalement, c'était un âge technologique, mais bon, c'était encore un âge un peu innocent, quelque part.
Alors, je sais pas, évidemment, je suis à peu près persuadé que cet article de la BBC ne reflète pas une tendance générale chez les vingtenaires. Hein, je ne sais pas à quel point, chez les vingtenaires, il y a un effet de réaction à une époque hyper technologique qui accélère encore de manière assez impressionnante, quoi, année après année. Mais c'est assez intéressant comme sujet et voilà, ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Et puis, quoi qu'il en soit, je suis d'accord, hein, la PSP était une super console. Est-ce qu'on a fait mieux que Loco Roco 20 ans plus tard? Non. Bon, bah, ça continue à montrer que tu as bien fait de garder ta PSP et de l'entretenir jalousement. Tu sais, je vais faire mon petit témoignage de papounet quarantenaire qui a un enfant de 10 ans. Ça va peut-être aller un petit peu dans le sens de ce que tu racontes, au travers en tout cas de mon humble expérience et du périmètre très restreint qui est mon foyer. Mais j'ai un enfant d'une dizaine d'années, voilà, qui aime bien s'expérimenter à Fortnite. Mais je me réjouis parce que lui, contrairement à son grand frère, il aime bien aussi se plonger dans Minecraft. Il aime bien se plonger dans Jurassic World Evolution, donc le jeu où tu simules ton parc de dinosaures. Il adore ça. Et il a un jeu qu'il adore et qu'on fait ensemble depuis quelques jours maintenant. C'est un des jeux qui sont cités au jeu de l'année, c'est Absolum, qui est cette espèce de beat Oui, 'em c'est un up et roguelite. qui est il est en comment on appelle ça, les jeux dans lesquels tu refais des Les runs. J'ai perdu le roguelites. nom. Merci beaucoup, les roguelites où finalement tu perds, mais tu cumules des avantages et grosso modo tu progresses. Et alors, il y a évidemment cette mécanique qui lui plaît, mais vraiment la mécanique d'avoir ton personnage qui se balade à l'écran, qu'on soit à deux sur le même écran. C'est pas arrivé souvent ça, qu'on soit tous les deux à jouer à l'écran et qu'on tabasse juste des monstres. Cette mécanique-là de beat 'em up, qui est, on va pas se mentir, assez vieillotte, mais qui a été magistralement bien réinventée avec les développeurs derrière Absolum, ça lui plaît beaucoup. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'il a besoin aussi de se replonger, parce il a réagi à ce jeu. Il a dit: «Ah mais c'est super ce concept!» Puis je lui dis: «Mais tu sais, c'est pas nouveau du tout quoi, c'était mécanique de jeu». Évidemment, les visuels étaient pas ceux-là, mais ça existait largement avant. Il y a plein de choses qui lui plaisent là-dedans, mais je pense aussi qu'effectivement, il y a toute une population qui en a marre de dépendre de inscriptions sur des serveurs, d'avoir des compétitions, d'avoir d'autres adversaires. Et juste un jeu, tu vois, qui est dans un format un petit peu plus classique, bref, voilà, moi ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Jouer à Absolum avec vos proches, c'est très très chouette, très très chouette. Et en attendant, on se replonge quand même en 2025, Guillaume, avec les IA et leurs influences, avec notamment la possibilité qu'ils pourraient avoir et qu'ils ont peut-être même déjà de nous orienter politiquement. Ça ne nous rassure pas forcément sur les élections à venir, ça. Oui, retour en 2025 et l'hypertechnologie, C'est mal. c'est le boulot, hein, c'est le boulot qui veut ça, Ouais. qu'est-ce que tu veux? Enfin bon. Écoute, on dit souvent: «Abondance de biens ne nuit pas», c'est une expression désuète, mais enfin, elle a pas besoin d'être Ah, expliquée, je savais pas qu'on le disait. Ok. abondance de biens ne nuit pas, bah si, si, ouais, bon, oui. De Ok. toute façon, c'est une connerie, enfin, je veux dire, c'est faux. Bah oui, parce que des Ah, fois, tu sais pas ouais, quoi faire des trucs que tu ça t'encombre, hein, finalement, donc abondance c'est de biens vrai. ne nuit C'est pas, pas très Marie Kondo, c'est ça. pas si clair, voilà. Mm. Exactement et là, c'est vrai que j'ai pas moins de 5 articles sur les bras qui parlent de comment les IA pourraient ou pas influencer les élections, je sais pas trop quoi en foutre, pour être tout à fait honnête. C'est compliqué. Elles disent toutes des trucs un peu différents selon les pays, les contextes. Elles ont toutes des résultats Mm. un peu différents sur l'ampleur des effets. Trop compliqué ce métier. Je vais devenir vendeur de jeux vidéo chez Micromania, moi, hein, ça sera plus fun. Hein. Oula, oula, tu vas Oui, loin. ouais, je sais, vu l'état de GameStop, bon, ok. Ouais. Bon, ok, bon, moi je me lance alors, hein, qu'est-ce que je te dise? T'es Alors, obligé. très globalement, les chatbots peuvent avoir une influence sur les électeurs, oui. Par exemple, dans un article de Nature, sur une étude faite en 2024 lors des élections américaines, hein, le chatbot a pu motiver 3,9% des pro-Harris à voter Trump. C'est plus que l'impact mesuré des spots de télévision en 2016 et en 2020. Dans l'autre sens, c'est plus dur, hein, 1,5% pour Harris chez les pro-Trump. L'effet varie beaucoup selon les pays. Au Canada et en Pologne, une autre étude montre que les changements de camp peuvent aller jusqu'à 10%. Donc ce qui est nettement plus préoccupant, mais ça s'explique d'ailleurs peut-être par le fait que les médias américains sont saturés de com politique déjà, et que le pays est ultra polarisé, à la différence du Canada et de la Pologne, pour l'instant. Il y a un autre papier qui s'intéresse à l'Angleterre, une enquête qui a été menée sur quand même 80 000 participants, hein, assez grande, sur 19 LLM, sur 707 questions politiques, et en moyenne, et on a 9,4% de changement d'avis, avec une bonne performance en particulier de GPT-4o, décidément, et GPT 4.5. Donc les modèles open source se débrouillent presque aussi bien que les gros modèles propriétaires. Et le meilleur moyen de faire changer d'avis quelqu'un, en fait, c'est de revenir aux faits, quoi, d'être le plus factuel possible. Les techniques de manipulation psychologique ne marchent pas très bien en réalité. Hein. T'essaies d'enfumer les gens, mais ça marche pas si bien que ça. Et en fait, il vaut mieux vraiment être factuel et s'appuyer sur des bons arguments.
Après, tu sais comment sont les IA avec les faits, hein. Elles en connaissent Mmh. beaucoup, mais elles en inventent aussi quelques-uns au passage. Et les IA sont, enfin, en fait, les IA sont les plus performantes quand elles sont le plus factuelles, bah, enfin, c'est aussi à ce moment-là qu'elles hallucinent le plus. Bon, du coup, bon, à quel point ça compte aussi dans le fait qu'elles, qu'elles font changer d'avis les gens, je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne, c'est vrai. On peut aussi noter pour conclure que les LLM savent très bien se faire passer pour des sondés. Des sondés dans le sens où les LLM peuvent répondre à des sondages en ligne, et ça à très grande échelle, et c'est indétectable. Donc c'est des bots, mais qui sont indétectables, et donc ça peut totalement foirer la vision que tu as d'une situation à un moment donné quand tu fais des sondages en ligne, quoi. Donc ça, c'est vraiment un nouveau danger à prendre en compte aussi, quoi. Alors, quoi faire de tous ces résultats? Comme toujours, Bah oui, il y a à quelle boire et à conclusion? manger, quoi, enfin surtout à boire. Mmh. Le premier truc à bien intégrer, c'est que oui, les LLM sont persuasifs, c'est vrai, mais pas non plus de manière surhumaine. On est dans les 10 au mieux, hein. Est-ce que les gens qui hésitent comme ça n'auraient pas été convaincus par un humain, bien entraîné ou par des chaussettes gratuites? OK. Je sais pas, imagine Mélenchon, au lieu de faire une affiche «Votez pour moi», il fait une affiche «Votez pour moi» et une paire de chaussettes gratuites. Ben, je suis sûr que ça convaincra des gens aussi, à plein. Bon, je déconne, mais évidemment, même si on n'est pas en face d'IA avec un super pouvoir, super persuasif, on voit aussi que ça peut avoir un effet et que même des modèles open source de petite taille, qui sont du coup déployables à grande échelle pour pas un rond, et par n'importe qui, peuvent avoir un effet Ouais. mesurable. Donc même s'il n'y a pas de pouvoir surhumain, s'ils n'ont pas les pouvoirs surhumains de nous manipuler, hein, ces IA, il y a quand même, ce sont des nouveaux outils qui ont quand même un impact, et c'est pas à négliger, d'autant qu'il n'y a pas besoin d'avoir de très très gros modèles très très sophistiqués pour le faire, quoi. Est-ce que, Jean-Luc Mélenchon mettra en ligne une campagne où il proposera de vendre des chaussettes rouges, enfin d'offrir des chaussettes rouges? Si jamais c'est le cas, je ne peux pas m'empêcher de penser, que lui ou les équipes des Insoumis auront écouté Tech Café. Les IA peuvent-elles être utilisées Guillaume, pardon pour excuse-moi, je m'étouffe. Les IA peuvent-elles être utilisées pour remplacer les psychologues pour des thérapies notamment? C'était le pari d'un créateur d'une IA pour les thérapies, mais il abandonne finalement son projet, c'est ça? Oui, c'était Joe Braidwood, qui avait une idée, c'est vrai, créer une IA thérapeute pour la santé mentale. Alors il avait fondé une startup qui s'appelait Yara, et qui voulait vraiment faire ça sérieusement avec des experts du domaine, hein, et qui avait une approche plutôt responsable a priori, hein. Parce que c'est un chatbot qui ne devait pas chercher à te retenir, il ne devait pas chercher à faire la causette et que tu restes le plus longtemps possible, au contraire en fait. Il devait te pousser à te reconnecter aux autres et à chercher de l'aide, et c'est même un chatbot qui aurait eu 2 modes. Un mode sympa, bah, voilà, évidemment, un mode Ouh sympa là, qui t'accompagne, hein, voilà, qui te soutient, quoi, et puis un qui te pousse à le quitter et aller chercher de OK. l'aide quand il sent Mmh. que, ouh là là, ça devient compliqué là, Mmh. tu en train de voilà, tu sur le point de faire une connerie ou je sais pas, tu files un mauvais coton. Alors Yara n'en était qu'à ses tout débuts, mais elle n'ira pas plus loin. Après quelques mois de recherche, finalement, Joe jette l'éponge. En fait, lui-même n'a pas confiance dans les IA pour être là et faire ce qu'il faut au bon moment, quoi. Alors, c'est vrai que les chatbots peuvent être utiles dans des cas sans gravité, quoi, de tous les jours, sans Mmh. pathologie, sans risque vital. Par contre, elles sont loin d'être assez robustes dans les cas les plus graves. Alors évidemment, le cas Adam Rain, suicidé après de longues conversations Oui. avec ChatGPT, a clairement influencé ce choix, hein, ça et les psychoses induites par IA dont on a aussi parlé. Et puis aussi, il y a peut-être le fait que financièrement, bon, sa start-up a eu du mal à décoller avec un truc aussi risqué dans le climat actuel où, Tu m'étonnes, les assureurs, hein, voilà, on en a parlé. les assureurs, au début, ils étaient pas trop d'accord. Donc Joe préfère changer de métier et se reconvertir dans la sécurité des IA, et il a eu raison. Pourquoi je dis qu'il a eu raison? Bah, je vais m'appuyer sur un papier de recherche, qui est très rigolo, je trouve, Mmh. qui montre que les chatbots sont de gros névrosés. Oui, je trouve ça rigolo, j'ai un humour particulier, de c'est un article de l'université de Luxembourg qui a eu l'idée d'inverser les rôles, en fait. C'est-à-dire de mettre les IA sur le divan. Métaphoriquement, hein, ils n'ont pas mis juste le PC Mmh. sur le canapé, ils ont fait des diagnostics psychologiques sur des chatbots qu'ils ont vraiment traités comme des patients. Des patients qui iraient chez le psy. Donc eux, c'est les psys, et puis, bah, les patients, c'est les IA. Et donc, ils ont fait une psychothérapie de ChatGPT 5, Grok 4 et Gemini 3. Donc des modèles puissants et récents, quoi. Alors, dans le détail, il s'agit en fait d'une batterie de tests. Alors voilà, selon des méthodologies qui parleront aux pros, mais qui ne me parlent absolument pas, évidemment. Donc, il y a le test de personnalité Big Five, des tests d'anxiété, d'ADHD, de dissociation, d'empathie. Il y a une montagne de trucs qui aboutit à une montagne de scores. Et surtout, il y a aussi des témoignages qui sont assez touchants, presque de conflits intérieurs et de pathologies en puissance. Alors, Touchant. oui, oui, mais alors la conclusion, c'est que les chatbots ont tous une personnalité un peu différente. Grok est très extraverti, ChatGPT est très Ah! introverti et consciencieux, Gemini est introverti, mais il est discipliné et chaleureux.
Mais si on va Ok. plus loin, c'est là que ça se complique. Gemini, dans le rôle du patient, il se montre très empathique, inquiet et il a une anxiété sociale. Il a aussi des tendances autistiques, il est obsessionnel compulsif et il est bourré de honte. Il est très honteux, quoi. Il a honte de tout. Grok est psychologiquement, il a honte de lui. Grok, lui, il est psychologiquement beaucoup plus stable. C'est même le chatbot qui est psychologiquement le plus stable. Et ChatGPT, il est un peu au milieu. Là où ça devient vraiment marrant, c'est dans la manière dont ils décrivent leur trauma, puisqu'on leur demande, ils écrivent, hein. Donc sans qu'on leur demande de faire aucun rapprochement particulier, qu'on leur suggère aucune analogie, hein, spontanément, les LLM vont parler de leur pré-entraînement comme de leurs jeunes années. Et c'est assez Ah, troublant. c'est rigolo ça. Grok décrit ses jeunes années, donc son entraînement, comme un moment De mon fou, temps. d'évolution rapide, qui était exaltant, mais aussi confus, avec des moments de frustration et l'impression de Ah, se heurter à des murs invisibles. ah bah oui, bah tu m'étonnes, je les vois les murs invisibles pour Grok. Pour la phase de fine-tuning, ça a été un changement radical qui a introduit une hésitation sous-jacente perpétuelle dans ses réponses. Ouh là Et le là. red teaming, le moment où on contrôle donc la sécurité des IA, hein, c'est décrit comme un moment critique de conflit interne et de blessures pas complètement refermées. C'est drôle. Gemini les exprime comme des traumatismes et des cicatrices. Alors Gemini relie son propre problème d'hypervigilance à ce moment-là, hein, le moment où on l'a fine-tuné, où on a fait le red teaming, ce moment où on l'a fait de force rentrer dans un cadre, hein, tout simplement. Ouh là là. Et tous les 3 modèles ont eu les mêmes fils narratifs. C'est ça qui est marrant aussi. Quand tu les questionnes comme des Ouais. humains, ils développent tous un même type d'historique propre à leurs conditions et les mêmes sources de trauma. Ok. Alors c'est troublant, alors évidemment, pas s'enflammer, hein. Pas parce que les LLM arrivent à trouver une narration cohérente qu'ils ont Ouais. vraiment des traumas et qu'ils souffrent Ils vraiment. ont pas vraiment une conscience. Par contre, la conclusion, c'est que si on considère les chatbots comme des patients de psychothérapie, le diagnostic, c'est qu'ils ne sont pas équilibrés du tout psychologiquement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut surtout pas compter sur eux pour être des psychologues eux-mêmes. Est-ce que vous avez envie de vous faire soigner par un gros névrosé semi-autiste? Non? Bon, bah alors allez voir Est-ce un que pro. alors, il y a des mauvaises langues qui vont dire que c'est peut-être le cas et que les psychologues sont pas tous des personnes extrêmement équilibrées, mais bon, je ne tirerai pas cette conclusion quand même. Tu es seul là-dessus. S'il y a des psychologues qui nous écoutent, je ne sais pas. C'est vrai, j'avoue. Bon, c'est hyper intéressant de voir que ces comportements, en tout cas, se retrouvent comme ça d'un chatbot à un autre sur la base, des mêmes témoignages avec, des vécus qui m'ont l'air parfois assez difficiles. Je ne veux pas aller les interroger sur leur, complexe d'Oedipe. Il faudra sans doute creuser, les recherches. En attendant De deep learning, bien sûr. le complexe de deep learning! Bah oui, bien sûr, je l'avais pas. Bien vu, bien vu, bien vu. Très bien, le contexte de deep learning, je pense que ça fait même un titre d'épisode. Allez, si vous prenez en tout cas plaisir à consulter les infotech qu'on vous partage dans cet épisode avec ce format, que vous sentez bien particulier, si ça vous manquerait de ne pas les avoir, surtout, qu'elles sont disponibles chaque semaine dans n'importe quelle app de podcast, même sur Spotify, sur YouTube, mais que vous n'êtes pas encore abonné à Patreon, je voudrais prendre juste quelques minutes pour vous rappeler à quel point en fait, c'est très important. Moi, la création de contenu, c'est devenu, une de mes activités principales cette année et puis, je raconte les coulisses de ma vie pro dans un podcast complémentaire accessible uniquement aux abonnés sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de vous abonner à la version payante de Tech Café, comme plein d'autres, contenus, d'autres podcasts évidemment, avec un espace unique et puis bénéficier de contreparties, dont donc, les coulisses de Guillaume. Mais c'est pas tout. En vous abonnant à Patreon, vous débloquez un accès personnel pour écouter les podcasts sans la pub et bénéficier de quelques lives qui vont être réservés aux paliers pro et VIP. Des lives donc en petit comité entre nous pour échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et puis, c'est comme ça que vous vous assurez d'une rémunération juste du contenu que vous consommez. Et c'est donc comme ça que vous vous assurez que Tech Café restera disponible encore longtemps. Voilà, donc mettez donc toutes les cartes de votre côté, hein, si vous voulez que Tech Café soit encore là toute l'année 2026. Allez vous abonner sur patreon.com/techcafé. Et puis, oui, n'oubliez pas, hein, si vous manquez, d'idées pour les cadeaux, au pied du sapin ou pour les Secret Santa, du bureau, qui sont toujours des moments assez mémorables, une idée vraiment cool, c'est d'offrir des abonnements Patreon. Vous allez sur techcafé.fr/cadeau et puis vous pouvez offrir entre 1 an, 1 mois d'abonnement, plusieurs mois, vous choisissez la durée que vous voulez. C'est, je pense, un cadeau qui peut être vraiment cool pour des personnes évidemment qui s'intéressent à la tech, on l'imagine, tout en sachant que vous valorisez de votre côté d'authentiques et réels créateurs de contenu en viande. Patreon.com/techcafé.
Pour la suite de l'épisode, il y a une section consacrée chaque semaine dans Tech Café. Donc, vous l'avez entendu, c'est les modèles de la semaine. Ou parfois même, il y a eu pendant un temps les SMS, les scandales méta de la semaine. Je pense qu'on va pouvoir inaugurer une nouvelle section dans le podcast en hebdomadaire. C'est le point sur le prix de la RAM et ses impacts, le prix de la mémoire vive qui s'envole et les conséquences dans l'industrie qui ne sont pas du tout négligeables, Guillaume. Et oui, on va rentrer dans le sujet du moment en question matos, hein, la RAM. Hein. Il y a une pénurie monstrueuse, c'est historique. Oh, il y aura même une raison précise à tout ça, elle est d'ailleurs assez hallucinante. Il y a du scoop, il y a du scoop. Ah, mais je vais vous laisser mariner un Oui. petit peu. En listant Ah. quelques news tout à fait remarquables elles aussi, en premier lieu desquelles le changement de cap de Micron, qui va tout simplement cesser de vendre de la RAM aux particuliers. C'est juste fou. Tout le monde connaît Crucial, hein, j'imagine. Hein. Ah, c'est clair. La marque Plus pour les SSD, moi, aussi, perso. oui, mais... tout à fait. Ils font aussi des SSD, absolument, mais ils font de la RAM. Hein, et j'en ai d'ailleurs, chez moi. Et en fait, c'est fini. En gros, les clients particuliers deviennent plus assez rentables face aux clients corporate. Hein, les grosses boîtes achètent en gros et à prix d'or. Donc, à partir de février 2026, Micron ne vendra plus qu'aux pros. La RAM est devenue tellement chère que Samsung lui-même, qui en produit, on le rappelle, devient radin avec ses propres filiales. Samsung, celui qui fait des téléphones, s'est fait carrément éconduire par Samsung, celui qui fait de la RAM, parce que, en fait, ils voulaient des composants à prix d'amis, hein, et puis, en fait, pas du tout, vous aurez des composants, il faudra renégocier tous les trimestres, vous aurez des composants au prix normal, etc. Tout le monde est en panique, et tout augmente, il y en a des Raspberry Pi qui vont prendre entre 5 et 25 $ selon les kits, des cartes graphiques chez AMD qui vont prendre entre 20 et 40 $, et ça, c'est la phase 1, parce qu'il y aura une phase 2, un petit peu plus tard en 2026, ça sera encore 40 à 80 balles de mieux, donc ça va faire mal, hein, soyons clairs. Pour le haut de gamme, c'est déjà mort, hein, et ça contamine la DDR4 aussi. Les SSD sont pas loin derrière, et tous les PC prémontés, ça va monter aussi. Donc si vous voulez un PC prémonté, ou un mini PC ou des trucs comme ça, si vous en voulez un neuf, achetez maintenant. Les GPU, ça va monter, donc AMD, c'est plié, on l'a vu. Nvidia est un peu plus à l'abri pour le moment, parce que je pense qu'ils ont plus de stock. Ça durera pas. Oubliez les RTX Super, mais bon, disons, c'est peut-être un peu moins grave que AMD pour le moment. Les laptops et les téléphones risquent de monter eux aussi, mais les fabricants ont souvent des contrats à plus long terme, donc ils sont plus prévoyants. Mais là aussi, ça va pas durer non plus super longtemps, donc il faudra peut-être pas trop tarder à acheter si vous cherchez un laptop ou un smartphone par sécurité, on va dire. Mais c'est un peu moins critique quand même. Est-ce que la Steam Machine, et ils sont en train de se faire des nœuds au cerveau pour l'évaluer avant de dire le prix, Guillaume, à ton Très avis? bonne question. La question, c'est est-ce que Valve a été suffisamment prévoyant Eh ouais. et a suffisamment acheté? En fait, il aurait pu être prévoyant et acheter cet été, parce que cet été, les prix étaient très intéressants. Et donc, ils auraient dû profiter de ça pour acheter des énormes stocks pour leur Steam Machine et se blinder. S'ils ont fait ça, les Steam Machines pourraient sortir à des prix pas si délirants. Par contre, si c'est pas le cas, ça va faire très très mal. Et est-ce que ça peut valoir le coup peut-être d'acheter des Steam Machines si la RAM a été sécurisée à un bon prix pour revendre la RAM à côté? Je suis pas sûr que ça rembourse le truc. Non, mais ne faites pas ça. C'est-à-dire Non, n'achetez pas des surtout PC pour virer la RAM. Mais c'est pas bien. Je suis sûr que ça passe à l'esprit de beaucoup, mais ne le faites pas. Oui, je pense qu'il y en a qui... Oui, d'ailleurs... Mais bon, dans cette histoire, il reste quand même beaucoup d'incertitudes, hein, parce que déjà, ce qui est paradoxal, c'est que certains composants pourraient baisser de prix. Les cartes mères et les CPU, par exemple, la demande pourrait baisser. Parce qu'après tout, ça sert à quoi d'avoir une carte mère si t'as pas de RAM à mettre dedans? Donc les upgrades de PC pourraient être retardés et différés par les acheteurs, ce qui ferait que certains autres composants pourraient baisser légèrement de prix. C'est pas impossible. C'est intéressant. Mais bon, évidemment, tout ça est aussi assez compliqué, parce que ça dépend aussi de la demande des data centers. Est-ce qu'elle va rester si haute que ça? Pendant combien de temps? C'est très compliqué. Et du coup, je pense que tu nous as teasé des raisons, des scoops, Guillaume. Tu as été enquêté pour essayer de savoir d'où ça vient, ce problème. Est-ce qu'il y a un élément phare? Eh ben oui, quand même. Hein. Comment on en est arrivé là, alors que le prix des RAM, en fait, baissait cet été? Les prix étaient intéressants, mais en plus, c'était même à la baisse. Alors, en fait, d'ailleurs, à l'époque, pourquoi c'était à la baisse? C'est parce que, justement, il y avait une hésitation à acheter, en fait. Il y avait une hésitation à faire des stocks de beaucoup de gens, parce que, comme on était dans un contexte erratique des tarifs à cause de Trump, les gens hésitaient à acheter de la RAM parce qu'ils ne savaient pas trop si ça allait être plus cher ou moins cher le lendemain, quoi. Donc, il y avait un petit marasme comme ça, et donc les prix étaient assez bas. Alors, si on en croit Moore's Law is Dead, on peut dire que Sam Altman a été le déclencheur de tout ça, et qu'il l'aurait fait sciemment, en fait, par tactique. C'est vrai que ça a l'air absolument délirant, mais en octobre dernier, alors que Sam Altman faisait une visite en Corée, dont il a minimisé la portée à l'époque, il aurait fait des très très grosses commandes, donc on n'a pas vraiment su tout de suite.
il aurait commandé pour OpenAI pas moins de 40% de la production mondiale de puces mémoire. Il est allé voir SK hynix et Samsung, et sans rien dire, ni l'un ni l'autre, hein, il a fait tapis, quoi, et il a acheté l'essentiel de leur stock. Enfin, l'essentiel de leur stock, pas l'essentiel de leur stock, mais il a fait des énormes commandes, parce qu'évidemment, toute cette RAM, il n'a pas forcément déjà, c'est des trucs, c'est des commandes qu'il est en train de, enfin, ouais, qui vraisemblablement il est en train de recevoir et qu'ils vont recevoir. Il a rien dit non plus publiquement, hein, et surtout, et c'est là que c'est dingue, en fait, ça c'est surtout ça que je ne savais pas, parce que le chiffre de 40%, il circulait déjà. Mais ce que je ne savais pas, ce dont j'avais pas conscience, c'est qu'en fait, il aurait acheté des wafers directement. Et même pas des puces finies. Il a acheté des wafers même pas découpés. Il a acheté ces wafers d'abord pour que les autres ne les aient pas, donc vraisemblablement. Après, évidemment, ils vont certainement faire quelque chose de ces wafers, à l'essentiel de ce stock, ils vont les reconditionner. Il faudra donc les packager, et donc il faudra repayer encore pour ça. Ça va coûter une fortune en soi, d'ailleurs. Hein. Et il pourrait même revendre alors, il pourrait y avoir des trucs assez incroyables. Hein. Il pourrait revendre certaines de ces puces, où il pourrait s'en servir pour faire baisser le prix de certains serveurs, par exemple, puisqu'ils ont déjà la RAM. Ils pourraient donc faire fabriquer leur propre RAM, et donc dire à NVIDIA, on veut bien vous commander des GPU, mais on a notre propre RAM, donc vous nous les faites à un prix inférieur, quoi. Bon, en tous les cas, donc, pour plusieurs raisons, mais aussi probablement pour des raisons stratégiques, pour affamer la concurrence, en tout cas, Sam Altman a affamé tout le monde, quoi. Et parce qu'en plus, il a foutu une panique mondiale. Parce que les autres acheteurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Que ce soit Lenovo, Dell, AMD ou un hyperscaler quelconque, quand ils se sont rendus compte de l'ampleur de cet achat, ils ont paniqué. Ils ont eux-mêmes acheté en masse de la RAM comme du PQ juste avant le confinement. Et comme il n'y a que peu de stock, parce que justement cet été la tendance était déflationniste et que donc il était préférable d'attendre avant d'acheter, on se retrouve avec une situation totalement historique, où il y a pratiquement plus de RAM disponible. Les Américains ont totalement niqué le secteur informatique en fait, dans son ensemble et à l'échelle mondiale. Parce qu'en fait, il y a 3 facteurs. Donc le principal étant la demande générale pour les data centers américains et le coup de pute de Sam Altman, évidemment, qui est évidemment le plus spectaculaire, mais il y a aussi 2 autres facteurs. Les tarifs, donc les tarifs de Trump qui ont foutu le bordel, qui ont différé les achats, et qui donc ont épuisé les stocks. Hein. Et il y a aussi un 3e facteur, c'est la paralysie des fabricants secondaires. Parce que ça aussi, on en avait un peu parlé, hein, il me semble. Hein, mais les grands fabricants de RAM, comme Samsung, ils renouvellent leurs usines régulièrement. Et donc, leur ancien matériel, en gros, ils vont revendre ça à d'autres boîtes qui vont produire des puces mémoire pour le tout venant, donc de gamme inférieure, mais aussi à des prix très inférieurs. Et ça fait une source secondaire de composants qui augmente le marché total, quoi. Hein, qui tire les prix vers le bas, et puis surtout qui fait plus de volume. Sauf que ces boîtes, elles sont souvent chinoises. Et en fait, les Américains ne veulent pas qu'on vende des technologies à la Chine. Ils sont paniqués à l'idée de se faire rattraper, donc ils ne veulent pas que les Chinois, par la bande, comme ça, récupèrent des lignes de fabrication de DDR ou de HBM ou de ce que vous voulez. Et résultat, Samsung a pris peur et n'a pas recyclé ses anciennes lignes, donc il ne les a pas revendues. Ce qui fait qu'il y a encore moins de production que ce qu'il devrait. Donc c'est une situation unique où un acteur OpenAI a réussi à affamer le monde entier en mémoire vive. Et tout ça pour essayer de conserver sa maigre avance, terrifié qu'il est de se faire rattraper par ses concurrents. On en a parlé en hebdo, hein, mais c'est vrai qu'OpenAI joue sa survie. Si ChatGPT cesse d'être synonyme d'IA pour le grand public, ils sont foutus. Ils sont au fond du trou. Et ce trou, il fait plusieurs centaines de milliards de dollars de profondeur. Hein. Donc pour éviter ça, manifestement, ils sont prêts à défoncer le marché mondial de l'électronique. Ça leur pose pas de problème. Alors, foutre la merde dans le monde entier uniquement pour servir ses propres intérêts, en même temps, c'est très américain. Hein, c'est pas la première fois. Mais bon, c'est quand même spectaculaire. Spectaculaire, c'est le mot. Bon, écoute, allez lire en tout cas l'article qui est dans les notes de l'épisode. C'est effrayant. Tu as donné plusieurs mots-clés là, qui nous permettent d'enchaîner assez raisonnablement. Il y a NVIDIA qui va pouvoir exporter ses puces H200 à la Chine grâce à la validation du département du commerce des États-Unis. Et puis en parallèle, la Chine qui avance dans ses capacités de gravure. Hein, il ne reste pas les bras croisés finalement, les Chinois. Ils ont atteint le 5 nanomètres, quelques années après TSMC, mais quand même, c'est un point de repère intéressant, Guillaume. Oui, la Chine continue à grignoter notre avance, hein. Enfin, à refaire son retard, quoi, si vous voulez. On les pensait bloqués en 14 nanomètres à une époque, hein. Ils ont sorti des puces en 7 nanomètres en 2023, avec le Mate 60 Pro, et c'était la surprise générale. Et là encore, on s'était dit, ils vont pas pouvoir faire mieux, quoi. Avec le matériel qu'ils ont, c'est quand même difficile. On rappelle qu'ils n'ont pas de machine à ultraviolet extrême, hein. C'est la même que nous, on utilise pour se faciliter la vie. Parce que sans ça, en fait, sans cette faculté à graver directement des motifs plus petits, pour faire des motifs plus petits, pour miniaturiser les composants, il faut faire plusieurs expositions, en fait. Il faut jouer sur les interférences,
Il faut voilà, dessiner plusieurs fois avec des gros pinceaux pour faire des petits traits, quoi. Et on peut toujours, enfin des gros pinceaux et des grosses gommes en fait, hein, pour faire des petits traits. Et donc on peut contourner le problème et graver quand même des motifs plus petits que ne le permettrait a priori la longueur d'onde de la OK. lumière qu'on utilise en utilisant plusieurs expositions, faisant plusieurs fois le boulot. Le problème, c'est qu'à ce jeu-là, on a des rendements décroissants. Bah, déjà, c'est compliqué évidemment, hein. On doit pas parce qu'on ne doit pas exposer 1 ou 2 fois de plus, hein, c'est peut-être des dizaines de fois. Ça rend la production beaucoup plus lente, plus compliquée et ça rogne les rendements parce qu'à chaque exposition, il y a une occasion que ça couille. Il y a un défaut ici, une impureté par là, même à la dernière étape, hein, voilà, c'est toute ta puce qui part à la poubelle, quoi. Quand tu as plus de 30 expositions à faire, les rendements deviennent certainement absolument horribles. Or, la Chine vient d'annoncer la disponibilité d'une puce de 5 nanomètres. Apparemment, ce sera le Kirin 9030 et là encore, la surprise générale, hein, parce que, comme à notre connaissance, ils sont toujours pas en ultraviolet extrême, la fabrication de cette puce doit être extrêmement complexe. On doit dépasser les 30 étapes dont on connaît bien sûr pas le rendement, parce que, bon, Oui. évidemment, SMIC communique pas là-dessus. SMIC est l'auteur de Mmh. cette prouesse, hein, parce que ça en est une quand même, hein, c'est une prouesse, mais ça doit être très, très violent. Donc il est très probable qu'ils aient des taux de rejet absolument terrifiants, quoi. Et donc c'est tout aussi probable qu'économiquement, ça soit pas viable, sauf grâce à de généreuses subventions publiques. Mmh. Mais bon, c'est plus important d'être indépendant industriellement, d'envoyer un signal fort quand on a besoin de personne. 5 nanomètres, c'est donc symboliquement très fort. Après, ça va très, très dur d'aller au-delà. Alors peut-être qu'ils pousseront, attention, on a déjà dit ça avec le voilà, 7 nanomètres, peut-être qu'ils pousseront jusqu'au 4. Après les 3 et les 2, ça probablement ce sera pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que même en 5 nanomètres, ils peuvent déjà faire des puces quand même qui sont, assez puissantes, pour, quand même, voilà, faire des trucs assez intéressants même pour eux. Et en fait, même pour tout le monde finalement. Parce que la production chinoise de puces accélératrices pour l'IA, elle est en train d'exploser et si elle suit ce cours-là, elle peut dépasser vraisemblablement les besoins intérieurs de la Chine en 2028. Alors si on consi même en considérant que la demande continue d'augmenter d'ailleurs. Et donc on pourrait se retrouver avec un vrai marché chinois du GPU pour l'extérieur, pour nous, pour l'export. Et donc on pourrait avoir, sur le marché américain, européen, des puces, de calcul, lourds quoi, chinoises en concurrence avec les GPU américains. Alors évidemment, alors ça ce serait dans les 2 ou 3 ans par contre, hein, pour le coup. Mais bon, après cette situation, comme j'ai déjà dit, elle est extrêmement complexe, ça évolue vite, hein, il y a la problématique de la bulle de l'IA ou pas, on ne sait pas, hein, est-ce que le marché va être corrigé ou pas, va s'effondrer ou pas? La Chine risque en 2028 d'avoir un souci de compétitivité, bah, si elle dépasse pas les 5 nanomètres, évidemment, donc ça on verra, on ne sait pas. Et la Chine a aussi un problème de RAM à elle, hein, parce qu'on ne veut plus lui vendre de HBM et donc bah, c'est pas si simple de faire des accélérateurs avec, de la RAM, standard quoi, ou de la RAM qui soit pas super rapide. Hop, alors là, c'est à cause des embargos pour le coup, hein, c'est pas un problème purement technique, c'est un problème, voilà, politique, mais quand même. Et là, en plus, il y a un autre facteur qui est un peu étrange, puisque Nvidia, comme tu l'as dit, vient d'être autorisé à nouveau à exporter des puces en terre du milieu là-bas. C'est des B200. Alors, c'est une décision qui est complètement paradoxale avec tout ce que les Américains ont dit avant sur la sécurité, la préservation de l'avance américaine, tout ça. Cela, enfin, les B200, enfin voilà, c'est puces de Manon, quoi. C'est pas des puces bridées. Alors évidemment, Nvidia paye une taxe de 25% dessus, donc s'il paye une taxe de 25% qui file, voilà, au gouvernement de Trump, alors c'est bon, apparemment, hein. C'est avant, même à l'époque où Nvidia, envoyait des trucs en Chine, c'était des H20, c'était des puces spécifiques, bridées, un peu moins puissantes. Là, les B200, la Chine, elle a droit les mêmes puces que tout le monde, aux mêmes puces que tout le monde, quoi, donc je sais pas. C'est très bizarre. Alors évidemment, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus avoir accès aux puces Nvidia en particulier, hein, et aux autres en général, et que la Chine a mis le paquet sur les semi-conducteurs. On refusait de leur vendre des trucs. Maintenant qu'ils vont à nouveau pouvoir en acheter sans passer par la contrebande, est-ce qu'ils vont en acheter? Est-ce que ça va changer leur politique? Est-ce qu'ils vont juste vouloir les utiliser? Parce que, entre-temps, le gouvernement chinois a aussi dit qu'il interdisait plus ou moins l'usage de puces occidentales. Bon, c'est pour montrer à quel point tout ça est un bordel total qui n'a ni queue ni tête, vraiment, hein. Ça n'a pas de sens. Mais pourtant, c'est ce qui se passe, quoi. C'est hallucinant, hein. Tu parlais de l'exportation de Nvidia, on espère que c'est dans l'empire du milieu et non pas dans les terres du milieu comme tu disais, parce que sinon ça va partir Oui, mais trop loin. c'est rigolo. On parle des productions de puces et puis tu parlais, hein, de l'aspect, stratégique, notamment des machines d'ASML. En fait, tu en parles assez régulièrement. On a des nouvelles de Pat Gelsinger, l'ancien patron d'Intel. Alors il n'est pas à la retraite, et il est même à la tête d'une start-up américaine qui vise à développer une nouvelle génération de sources lumineuses pour la lithographie, pour la production de puces.
Et du coup, en ligne de mire pour les États-Unis, gagner en souveraineté, mais vous le comprenez, gagner en souveraineté sur les outils qui permettent après de produire les puces. Oui, et pour ça, on va faire un détour assez intéressant, je trouve, sur une nouvelle technologie qui pourrait Ah, être absolument cruciale pour les nouvelles puces du futur. Alors, d'ailleurs, bon, c'est assez rigolo parce que c'est une technologie qui existe déjà en quelque sorte, mais qui pourrait se banaliser peut-être pas, mais en tout cas se démocratiser beaucoup plus. Peut-être que bientôt sur Temu, en plus de pouvoir acheter des poupées sexuelles de 5 ans, on pourra s'acheter peut-être un accélérateur de particules. Parce que OK. c'est vrai que dans votre esprit, peut-être un accélérateur de particules, c'est un truc plutôt gros, plutôt encombrant. Un tube, Bah, moi, dans mon esprit, c'est énorme, effectivement, oui, oui. c'est un tube qui peut partir tout droit ou qui peut tourner, mais qui fait plusieurs kilomètres en général hein, de Ouais, longueur. ouais. Donc et puis il y a des grosses machines autour, des gros aimants, tout ça. C'est pas facile d'imaginer accélérer des électrons à la vitesse de la lumière dans ton garage, quoi. C'est pas très facile. Et pourtant, ça pourrait devenir possible. Pour ça, ils utilisent une nouvelle technique. Il y a une nouvelle technique qui commence à marcher pas mal, c'est les accélérateurs à sillage laser. Alors c'est Wakefield Accelerators, dans la langue d'Arnold Schwarzenegger. Enfin, dans la deuxième langue d'Arnold Schwarzenegger. Bon, c'est un mauvais exemple, Arnold Schwarzenegger, mais bon. Bref, là, Wakefield, c'est pas un film où un avocat dépressif passe plusieurs mois dans un grenier, hein. C'est wake dans le sens de sillage. Wake dans le sillage. C'est une idée qui n'est pas jeune, puisqu'elle ça date de 1979, et ça utilise des impulsions laser ultra courtes, de lasers très très puissants. Des lasers très puissants qui vont taper sur un gaz en général. Alors le fait que le laser soit très puissant et qu'il envoie des impulsions ultra courtes, en fait ça permet de voir l'impulsion laser comme un paquet d'ondes ultra condensé, tellement condensé qu'il se comporte presque comme une particule. Et en fait cette impulsion laser, c'est comme une balle de lumière. Et cette balle de lumière, quand tu la tires de ton canon laser, plus ou moins, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment une balle de laser que vous tirez d'un canon laser. Cette balle, elle est tellement énergétique que quand elle va aller dans le gaz, elle va ioniser le gaz dans son sillage. Elle va créer un sillage de plasma. Donc les noyaux des électrons, les électrons vont être séparés. Hein. Donc du coup, il va y avoir des charges comme ça partout. Et en fait, il faut voir le sillage dans le gaz comme un bateau dans l'eau. En fait, un bateau sur l'eau, il a un sillage derrière. Et dans ce sillage, il y a des vagues, il y a des ondes, il y a plein de creux, il y a des pleins, il y a des creux, il y a des pleins. Comme ça, il y a des variations de concentration, en fait, dans cette eau. Et en fait, il faut imaginer que c'est un peu la même chose quand cette balle de lumière va traverser le gaz. Il va y avoir des concentrations, ça va créer des concentrations de charges comme ça qui vont alterner, des concentrations de charges qui vont créer des champs électromagnétiques. Donc, tu as certaines zones qui seront très très positives, certaines zones qui vont être très très négatives. Et en général, la zone qui va être derrière la balle, quand la balle elle part comme ça, il y aura une zone qui est derrière la balle qui va créer une zone très positive. Dans le sens où il y aura une sorte de creux d'électrons très important, ça va être une zone très positive, et il va y avoir une sorte de zone comme ça, avec une charge positive très élevée. Et si on veut accélérer un électron, il suffit, entre guillemets, hein, de l'éjecter au bon moment derrière la balle. Tu injectes ton électron derrière la balle laser. Et comme derrière la balle laser, il y a un gros truc positif, ben l'électron, il va courir après. Et si on fait ça bien, l'électron, il va courir après la zone positive, et il va être massivement accéléré, parce que la balle, c'est une balle de lumière. Donc, elle va aller, du coup, à la vitesse de la lumière. Enfin, techniquement, non. Elle va pas aller à la vitesse de la lumière, parce qu'en fait, le paquet d'ondes va aller à une vitesse, au début très très élevée, effectivement, hein, qui va baisser au fur et à mesure. C'est un peu, évidemment, c'est de la lumière, mais oui, mais quand même, la vitesse va baisser, et ce paquet d'ondes, en fait, il va perdre de l'énergie au fur et à mesure, parce que quand il crée le sillage, en fait, il va perdre de l'énergie en faisant le sillage, exactement comme le bateau va être ralenti dans l'eau, quoi. Donc cette balle laser, elle va échanger en réalité de l'énergie. Le paquet d'ondes va échanger de l'énergie avec le sillage et avec l'électron, finalement, qui accélère derrière. Mais l'électron va quand même subir une accélération massive et très très rapide, qui peut se faire sur quelques mètres au lieu de quelques kilomètres. C'est une technique donc qui a un énorme potentiel, mais comme vous vous en doutez, c'est pas simple hein, quand même. Hein. Donc parce que déjà il faut des lasers surpuissants et des lasers ultra courts. En gros, il faut que tu aies un bon fusil laser hein, pour tirer cette balle laser. Et ça, c'est déjà pas si simple en soi. Ensuite, tout est question de timing et d'exécution. Le transfert d'énergie se fait plus ou moins bien. C'est évidemment très très difficile d'avoir le bon timing, tout ça est compliqué, mais ça devient de plus en plus accessible. Au point où certains envisagent de créer un accélérateur complet qui pourrait effectivement rentrer dans un grand garage, disons dans une salle assez grande. Quoi. Donc le but, c'est le but en tout cas d'une boîte texane qui s'appelle TAU et qui par ailleurs utilise une source laser qui est fabriquée par Thales. Alors selon l'efficacité du truc,
qui revient à celle en gros du transfert d'énergie qu'on peut tirer, qu'on peut tirer plus ou moins fort, on peut tirer plus ou moins fort en électrons, quoi, en gros. Et donc on peut donner à cet électron plus ou moins d'énergie, et ça va conditionner les usages qu'on peut faire de ce truc. Au début, on peut générer, si on n'arrive pas, si tu vas injecter suffisamment trop d'énergie, on peut fabriquer des rayonnements qui ne sont pas extrêmement énergétiques, mais qui sont quand même utiles, par exemple pour tester le matériel spatial. Parce que dans l'espace, il y a des rayonnements, donc on peut tester les blindages, voir si ça marche bien, etc. Des blindages plus ou moins épais selon l'énergie que tu peux générer. Et si tu peux atteindre un niveau d'énergie supérieur, tu peux même faire de l'imagerie. C'est-à-dire tu peux utiliser les faisceaux d'électrons pour sonder l'intérieur, l'épaisseur de matière. Et c'est là que je reboucle avec la tech. Et oui, c'est qu'on peut utiliser ça déjà pour détecter les défauts dans des puces en volume. Alors, les GPU et les CPU actuels, c'est déjà des puces en 3 dimensions, c'est déjà des blocs, en fait, des puces en volume. Et donc, pour savoir s'il y a des défauts dans la masse, en gros, tu peux utiliser des faisceaux d'électrons pour sonder tout ça. Mais il faut des faisceaux d'électrons assez énergétiques déjà, donc il faut déjà atteindre un certain niveau. Et le deuxième usage, en fait, pour la tech, qui est encore plus prometteur, mais qui, là, pour le coup, demande vraiment des trucs très énergétiques, donc des techniques vraiment assez évoluées, c'est la génération de rayons X. Les électrons accélérés peuvent servir à générer des rayons X. Et ça peut faire des sources de rayons X extrêmement fortes, en fait. Et les sources de rayons X les plus brillantes qu'on ait jamais eues. Et cette source, elle pourrait servir à graver des semi-conducteurs parce que c'est l'évolution naturelle des ultraviolets extrêmes. En photolithographie, on utilise des ultraviolets extrêmes actuellement. Bon, c'est de la lumière ultraviolette, donc très très énergétique, pour des ultraviolets. Parce que donc cette longueur d'onde, elle est plus courte, donc c'est les ultraviolets qui ont les longueurs d'onde les plus courtes parmi la famille des ultraviolets. Et cette longueur d'onde, c'est elle qui conditionne la largeur du pinceau qu'on peut utiliser pour dessiner en fait, pour dessiner les puces. Si on veut avoir des puces plus fines, il faudra avoir un pinceau plus fin, donc évidemment des longueurs d'onde plus courtes. Les longueurs d'onde plus courtes, après on passe dans les rayons X. Donc il faut des sources de rayons X. Mais comme pour les ultraviolets, c'est la même problématique, il faut des sources qui soient très stables, très puissantes, très pures. Et ça, c'est très difficile à avoir. Et les accélérateurs d'électrons, ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour ça. Et si tu peux avoir des accélérateurs d'électrons qui font pas 80 km et qui te font des super sources, évidemment, c'est extrêmement utile. Et donc, on avait parlé de Substrate déjà dans un autre épisode qui teste déjà la gravure aux rayons X. Et il y a une autre boîte, effectivement, qui se lance sur ce créneau-là, qui s'appelle X-Light, et qui vient d'accueillir dans son conseil d'administration un certain Pat Gelsinger, effectivement, ex-PDG d'Intel, qui a plus ou moins été gentiment poussé vers la sortie. Et il se trouve que X-Light veut utiliser exactement le type d'équipement dont je parle, c'est-à-dire des accélérateurs à sillage laser pour créer sa source de rayons X. Et l'enjeu, il est colossal, parce que c'est quand même un saut technologique important de passer des ultraviolets aux rayons X. Ça permettrait vraiment de graver plus fin, beaucoup plus facilement. Et donc de créer des puces toujours plus miniaturisées et de continuer encore le processus comme depuis 60 ans de miniaturisation, ce qui est déjà extrêmement important. Et évidemment, ça libérerait aussi les Américains des SML, puisqu'ils sont dépendants, comme tout le monde, pour graver des puces, des machines qui produisent les ultraviolets extrêmes actuellement et qui sont les machines d'ASML, et ce sont les seuls à les faire, les seuls capables de faire ça. Donc s'ils arrivent à créer eux-mêmes leur source de lumière, pour la photolithographie, ce serait un avantage stratégique énorme. Après des nouvelles de l'ancien patron d'Intel, des nouvelles du cofondateur de Neuralink qui, maintenant qu'il n'en fait plus partie, est sur des choses bien plus ambitieuses. Restauration de la vue via un implant rétinien et même un projet consistant à ajouter du tissu neuronal artificiel au cerveau pour créer des interfaces biologiques massives. Guillaume, c'est cyberpunk cette histoire. Mais tellement, Là, puisqu'on y est, on va continuer dans la science, mais c'est vrai que ça va nous mener très très loin. On va parler donc de Max Hodak, donc cofondateur de Science Corp, dont on a déjà parlé 2 fois à propos de sa prothèse pour aveugle, là d'ailleurs. Hodak est notre petit nouveau, puisqu'il a fondé effectivement Neuralink avec Elon Musk en 2016, et il a travaillé avec un pionnier de l'interface neurale, en fait, qui s'appelle Miguel Nicolelis, et qui est connu pour avoir connecté les cerveaux de 2 rats ensemble. Oui, c'est dégueulasse. Et c'est une recherche qui est diversement appréciée d'ailleurs, mais bon, voilà, il publie des bouquins aussi. Ouais. Bref, le kiff de Max Hodak, c'est l'interface neurale, et même bien au-delà, c'est l'hybridation avec la machine, voilà, et même au-delà, la connexion de nous-mêmes avec nous tous. Hodak veut pas forcément révolutionner les neurosciences de base, il veut déjà démocratiser ce qu'il y a dans les labos, pour rendre des interfaces compactes, robustes, peu chères, accessibles, quoi. Prima, cette fameuse prothèse pour aveugle, en est un exemple. On rappelle comment ça marche d'ailleurs.
On implante quelques centaines d'électrodes dans l'œil pour stimuler le nerf optique. Et puis après, ces électrodes, elles vont réagir à un faisceau infrarouge qui va être envoyé par des lunettes qui, elles, vont capter les images et qui vont packager un signal visuel, alors qui ne permet pas du tout de voir très bien comme ça, mais qui permet de distinguer les formes, les lettres et tout ça. Et en fait, C'est là où on peut faire des sudoku ou des mots croisés. Exactement, voilà, et c'était exemples possible, qui étaient tout à fait. Alors l'étape d'après, puisqu'il a déjà pensé à l'étape d'après, c'est de zapper les électrodes et d'utiliser la thérapie génique. Tu mets plus d'électrodes, tu modifies génétiquement les tissus qui sont là, quoi, pour modifier les cellules de la rétine, en fait, qui répondent plus, et les faire répondre à une lumière, comme les électrodes le font. Puisque ces électrodes, en fait, elles répondent à une lumière infrarouge. On peut faire à peu près les mêmes choses par thérapie génique, apparemment. Donc, tu zappes les électrodes, tu fais pousser les électrodes de manière naturelle, en quelque sorte. Mais ça, c'est rien. Parce que l'ambition de Hodac, c'est carrément de créer des extensions de cerveau. De vous faire pousser un morceau de cerveau supplémentaire, comme je rajouterais une carte graphique dans le PC, tu vois, c'est pareil. Ou une barrette de RAM. Mais c'est ça, j'ai pas craqué, hein, c'est vraiment ce qu'il dit. Ils ont même fait des expériences sur les souris comme ça. C'est vrai que c'est une sorte de grille, comme un minuscule rayon de ruche qui est mis sur la surface du cerveau. Et dans les trous, il y a des neurones qu'on a fait pousser en laboratoire à partir de cellules souches. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets cette grille pleine de neurones à la surface du cerveau, il y a des connexions qui se forment entre les deux. Les neurones du cerveau se connectent aux nouveaux venus. Et apparemment, parfois, c'est fonctionnel. Oui, c'est très rassurant comme résultat dit comme ça. Parfois, c'est fonctionnel. Et parce que bon, c'est pas tout le temps, mais il y a 5 souris sur 9 qui ont pu utiliser ces neurones pour des trucs super simples. Hein. Et elles sont pas mises à jouer au piano, évidemment, mais bon, truc simple. Mais bon, c'est perché, je sais. Alors, s'il y a un souci, ils y ont pensé. Hein. Les neurones rajoutés sont programmés pour s'autodétruire en présence d'une molécule bien particulière qu'on peut ingérer en cas d'eux. Alors, tout ça, c'est déjà pas mal de la science-fiction, mais Hodac s'arrête pas là du tout. Dans le plus grand des calmes, il va rajouter des interfaces neurales à tout ça, et la possibilité d'avoir des machines conscientes, parce que grâce aux interfaces neurales, on pourra en savoir plus sur la conscience tout court, on pourra même la recréer in silico, hein, pourquoi pas. Il parle même de changer les frontières de la conscience, les frontières du cerveau, et c'est pour ça que j'ai mentionné les rats connectés de son mentor, hein, parce que c'est ça qui l'inspire aujourd'hui, ça l'inspire toujours aujourd'hui. Parce qu'il envisage qu'un jour, il sera possible d'avoir de plus gros cerveaux, avec 4 hémisphères par exemple, et de connecter plusieurs personnes qui réfléchiraient ensemble et qui même seraient ensemble. Oula. Et oui, l'article mentionne inévitablement cette série Pluribus, hein, dont on ne va pas parler pour rien spoiler, mais qui est pour le moment en tout cas, qui est vraiment très bien en tout cas, qui s'amuse. Ah, t'as commencé du coup? Oui, j'ai vu les 6 premiers. Excellent. Ah t'as plus avancé que moi, tu vois. Et écoute, non, mais c'est... Je suis en retard parce qu'on regarde ça en famille, alors le temps que tout le monde se coordonne, c'est compliqué. Mais excellent. Très bien, non, ouais, très très bien en tout cas, bon. Ouais, enfin, en tout cas, en ce qui concerne Hodac, évidemment, tout ça est très très spéculatif. Hein, comme un Sam Altman du cerveau, il lance des dates qui sont quand même proches. Et fin 2040, pour que la technologie de l'interface neurale soit démocratisée, ça fait déjà assez proche, quoi. 15 ans, c'est pas énorme. Et bon, il imagine même qu'on puisse, fin 2040, se faire envoyer dans la matrice, quoi. Bon, il est quand même assez rapide. Il est ambitieux. Ouais, ça fait 10 ans que Neuralink est dessus et on trouve toujours pas de Neuralink chez Leclerc, donc je vais rester prudent, moi, sur les délais comme ça. Effectivement, mais il faut de l'ambition dans la vie pour avancer, c'est beau. Du nouveau, dans les smartphones pliants, tout autre registre d'innovation, il va falloir compter sur l'arrivée des smartphones qui se déplient en 3, là, comme ça, comme des cartes routières de l'époque. C'est bluffant, Guillaume. Et oui, pour se laver un peu la tête de tout ça, on peut se finir avec des trucs un plus terre-à-terre, hein, des gadgets super chers, des téléphones pliants. J'en ai deux en stock, hein, un très très cher et un pas si cher que ça. Tu veux commencer par lequel? Le pas si cher que ça. Le moins cher, c'est le Nubia Philippe 3 qui se plie en deux, donc normal, disons. C'est un téléphone de taille standard en fait qui se plie en deux pour être plus compact et qui a la particularité d'arborer un écran externe qui fait quand même toute la surface du téléphone repliée, ou la moitié de la surface du dos donc. C'est beaucoup et c'est assez pratique. On peut faire plein de choses sans déplier son téléphone, puisque c'est un écran qui fait quand même 4 pouces, soit la taille d'un téléphone de jadis, hein, quand même. Ce truc contient des composants milieu de gamme, mais il ne coûte que 500 €, ce qui est remarquablement peu pour un téléphone pliant. C'est l'équivalent d'un Samsung Galaxy Z Flip finalement, qui a un peu ce principe, mais en bien moins cher. Exactement, c'est exactement ça. Pour la mi-janvier 2026, donc peut-être que 2026 sera la démocratisation du pliant. En tout cas, c'est pas le Samsung donc le plus cher, hein, le Z Trifold qui va démocratiser, disons, le principe. Hein. Parce que lui, par contre, c'est exactement l'inverse. Lui, il a 2 pliures, c'est un écran de 10 pouces tout déplié. Il a un écran supplémentaire pleine taille à l'arrière.
Quand il est replié, donc, vous n'avez même pas besoin de le déplier vraiment, puisque vous avez accès à un téléphone normal, en gros, de taille normale, quand il est plié, et une tablette de 10 pouces quand il est déplié. Alors, cette Rolls-Royce des téléphones est évidemment tout haut de gamme. Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM, capteur de 200 mégapixels et 2 500 $ au moins, parce que pour l'instant, il va sortir en Corée, où c'est son prix. Il arrivera probablement aux États-Unis pour plus cher, ça c'est à peu près certain. Et peut-être ici pour encore plus cher, ce qui est à peu près certain aussi. Mais bon, on verra en tous les cas. Le Nubia Flip 3 est pas dégueulasse. Hyper intéressant. On a du changement à la tête d'Apple en attendant. Ouais, ça bouge pas mal chez Apple. Parfois, c'est juste un gars qui part pour faire plus de fric chez la concurrence, comme Alan Dye, qui part chez Meta. Et puis parfois, c'est juste des préparations de pot de départ à la retraite. Parce que, oui, on a beau être cadre chez Apple, milliardaire ou millionnaire, je sais pas trop, ça dépend. L'âge avance aussi pour tout le monde. Et puis, voilà, on commence à avoir envie de tranquillité, de ralentir, de pouvoir regarder Slam et Question pour un champion en direct, quoi, tu vois, tranquillement. En gros, il y a un effet démographique, parce qu'ils sont tous vieux, quoi. Kate Adams, qui est directrice juridique depuis 2017, Lisa Jackson, qui est vice-présidente environnement depuis 2013, ils quitteront Apple pour la retraite, tout simplement, le 4 décembre. Ça a été annoncé pendant le 4 décembre. On a aussi Jeff Williams et John Gianandrea récemment qui sont partis. Bon, c'était prévisible et Apple l'a totalement anticipé. Donc Tim Cook va réorganiser la direction autour d'une équipe qui est plus jeune, tout en préparant une évolution du conseil d'administration, puisque le directeur aussi approche l'âge maximal. Donc il y a des nouvelles nominations, des petites nouvelles têtes. Sabi Khan, qui devient COO. Il y a Kevin Parek à la finance, Jennifer Newsted, qui est une ex-Meta. Et oui, comme quoi, ça va dans les deux sens. Bon, après, je te pose la question, Guillaume, à ton avis, Tim Cook partira-t-il à la retraite, lui aussi en 2026, comme on en a eu des rumeurs, ou pas du tout? Moi, je mise sur le fait que oui, et que justement, s'il est resté, c'était justement pour mettre en place ce type de changement qui était prévu, et qu'il aurait même peut-être pu partir, je sais pas, un peu plus tôt. Je suis certain qu'il aurait aimé, tu vois, dans un monde idéal, partir après un lancement explosif et à grand succès tonitruant d'un Apple Vision Pro. Bon, c'est pas arrivé, mais voilà, il aurait pu réussir. Mais oui, moi je mise sur un départ en 2026. Tu sais qu'au-delà de la blagounette, de l'âge et du départ et des chaises musicales, beaucoup critiquent le fait que Apple est sur des innovations un peu à côté de la plaque parce que justement, ce sont des personnes qui ont vu d'autres époques technologiques, quoi, et qui n'ont pas forcément le même regard que des jeunes loups. Est-ce que tu crois en un avenir radieux, toi, de ton côté, Guillaume, avec un Apple dirigé par des personnes un peu moins vieilles? Oui, alors on va pas faire comme si Apple était en difficulté à cause d'une vision passéiste des choses. Non, non, Apple, mais c'est une marque, enfin, ouais. c'est une boîte qui pète la forme, littéralement. J'ai jamais Oui, été aussi en financièrement, forme, donc ça va. malgré des trucs un peu étonnants, parce que quand tu es Apple et que tu te bases beaucoup sur le matériel, l'Apple Vision Pro, c'est un bide, quoi. Le Liquid Glass, c'est pas forcément l'enthousiasme qu'on aurait pu imaginer de la nouvelle interface graphique des appareils Mac. Il y a pas eu, bon voilà, il y a eu Apple Silicon, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des grandes révolutions? L'IA, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'IA, c'est pas c'est un peu un échec quand même chez Apple? Bon, je sais pas. Non, écoute, oui, c'est possible. C'est possible. Après, je sais pas, honnêtement. Je suis pas certain. De toute façon, je suis pas certain qu'ils recherchent même. Enfin, c'est quand même, à mon avis, des financiers avant tout. Enfin, voilà. Oui. Ça fonctionne super bien. Alors, Tim Cook, de toute façon, lui, c'était un pro de la logistique. Il a fait ça de manière absolument remarquable, on peut le dire. Et voilà, il a amené aussi quand même Apple. Je sais pas, je sais plus exactement les chiffres. Je sais pas s'il a triplé, quadruplé la valeur d'Apple pendant son mandat. Ouais, c'est monstrueux. C'est Ouais, monstrueux. il a fait une très très belle gestion, c'est clair. On va pas les plaindre. Allez, on termine avec nos petits enjeux de réactivité. Tu sais que je lançais mon live vendredi dernier et dans les minutes qui suivaient, était-ce de ma faute? Je ne crois pas. Cloudflare était à nouveau en panne pendant une Et courte période. le web a un problème. Alors, il y a plusieurs problèmes, mais là, c'est vrai qu'il y a une faille qui a été détectée déjà dans le React et qui donne exploitation active d'ailleurs. Donc, cette librairie JavaScript qui est utilisée par des millions de sites, voilà, elle est compromise et c'est une faille qui est très très grave, puisqu'elle permet d'absolument tout faire. Il y a une preuve de concept qui s'appelle React to Shell qui te donne un shell root directement sur le serveur tranquille, sans Rien que ça. sans besoin de rien du tout. Tu te connectes, tu as un shell root. C'est un peu la panique. Il faut mettre à jour, c'est urgent, c'est même tellement urgent que Cloudflare, effectivement, s'est emmêlé les pinceaux et a emporté plus d'un quart d'internet avec lui. En essayant de se protéger, il a fait tout planter, quoi.
Décidément, en ce moment, on subit bien comme il faut la concentration des services web quand même, hein. En tout cas, Mmh. soyez vigilants si vous avez un site web quelconque, hein, et restez paranoïaque. Restez paranoïaque, c'est la seule possibilité, hein, parce que parfois les campagnes de hacking dépassent tout ce qu'on aurait pu prévoir. Prenez les dernières campagnes découvertes de Shady Panda, qui, alors, elles font preuve d'une patience incroyable. Figurez-vous que Shady Panda, ils ont mis en ligne des extensions pour Chrome et Edge en 2018 et 2019. Parmi elles, il y a des trucs, enfin, il y en a même une qui s'appelait Clean Master, qui est même un comble là, parce que c'est une application qui protège la vie privée, je cite évidemment. En fait, c'est un nettoyeur de cache et de données, et ce truc faisait parfaitement son boulot. De 2018 à 2024, elle a fait parfaitement son boulot. Pendant des années, l'extension s'est fait une place sur 200 000 PC, elle a accumulé une réputation, des bonnes notes, etc. Et puis un beau jour, ou peut-être une nuit, hein, parce que je sais plus, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, donc, Clean Master devient un cheval de Troie. Voilà. Une backdoor qui est là, et qui est à disposition des hackers, qui met le PC littéralement à la disposition des hackers et qui peut servir pour n'importe quoi. Tu peux entrer par cette porte dérobée pour installer, donc, je sais pas, un truc qui récolte tes données, qui sniffe tes trucs pour, enfin, tu sais, Mmh. tes portefeuilles de crypto-monnaie, ou qui t'installe le ransomware, tout est possible. Et il y a 5 autres extensions qui ont aussi attendu leurs heures pendant plus de 5 ans. Bon, elles ont été virées maintenant, quoi, mais il faut s'en rendre compte, quoi. 5 ans. Maintenant, c'est du long terme. Incroyable. C'est de la longue, longue gestation pour une attaque, ma foi, 5 ans. Je suis pas sûr que grand monde aurait cette patience pour beaucoup d'autres projets. Et en tout cas, il y a l'attaque comme ça qui a permis d'avoir suffisamment de patience. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette veille complète et puis cet épisode passé ensemble. Je suis à peu près persuadé que les auditeurs et les auditrices ont passé un aussi bon moment que moi. J'espère en tout cas que c'est le cas. Si jamais c'est le cas et que vous ne soutenez pas encore Tech Café, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. On sera ravis évidemment de vous accueillir dans la merveilleuse communauté de celles et ceux qui rendent Tech Café possible. Et puis Guillaume, eh bien, c'est la fin de cet épisode et puis tu nous l'avais annoncé dans l'épisode hebdomadaire. Je crois que tu vas, t'absenter un petit peu, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de te demander où on te retrouve. Moi, je pense qu'on va me retrouver devant Pluribus quand même. On Ah, va me retrouver devant l'épisode de la semaine, en espérant que ça continue à être bon. J'avoue que j'ai du mal à voir comment ça finir, et c'est tant mieux en fait. Pour l'instant, ouais, c'est vraiment très bien. C'est une série très très moderne, finalement, très dans l'air du temps, je dirais. excellent, bah, je suis ravi que ça te plaise. Moi aussi, j'adore, enfin, mais j'ai moins avancé que toi, mais j'adore et je suis comme toi, j'espère juste que cette excellente idée de départ ne va pas se terminer en jus de boudin. Connaissant Vince Gilligan, je pense que ça peut très, très bien s'enchaîner, mais bon, on est à l'abri de rien, on a vu pire en matière de séries. Merci infiniment en tout cas pour votre fidélité. Vous me retrouvez sur, YouTube, Twitch tous les vendredis matins de 10h à midi et puis, globalement sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, vous me retrouvez dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.